Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Fil d'Ariane. J'ai souhaité aujourd'hui faire un point avec vous sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. Une sorte de bilan 2020-2025. Et ce bilan n'est pas très glorieux. Donc, je vais regarder avec vous, je voudrais inscrire cette réflexion sous une citation d'Albert Camus dans L'Homme révolté, qui est la suivante. Le jour où le crime se pare des dépouilles de l'innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre temps, c'est l'innocence qui est sommée de fournir ses justifications. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure citation pour illustrer la situation dans laquelle nous sommes. En 2020, nous avons vécu ce que j'ai appelé en août 2020 un déferlement totalitaire. En 2020, personne ne voulait entendre parler de totalitarisme et je devais lutter pour expliquer la raison pour laquelle il me semblait essentiel de poser ce concept sur ce que nous traversions. J'ai aussi expliqué la perspective depuis laquelle je me situais, qui est la psychopathologie, un mot alors tout à fait ignoré en général du grand public, puisque c'est une sous-discipline de la psychologie très particulière, dans laquelle j'ai effectivement un doctorat, mais tous les psychologues ne sont pas psychopathologues. Donc il me fallait expliquer à chaque fois ce que j'entendais par ce gros mot. J'ai posé un certain nombre de concepts, dont celui de déferlement totalitaire pour qualifier cette crise Covid. Il est important de rappeler qu'un concept, ce n'est pas qu'un assemblage de mots. Hein. On ne pioche pas des mots pour les mettre ensemble. Ils ont une définition et ils correspondent à une situation très précise. Mais également celui de dérive totalitaire, celui de contagion délirante, entre autres. Il me semble que le discours que j'ai tenu à l'époque et que je continue de tenir a été amplement repris par différents pseudo-spécialistes qui n'ont absolument aucun parcours d'investigation sur ces questions. On peut chercher. Si vous cherchez me concernant, vous trouverez que, effectivement, bien avant 2010, je parle d'îlot totalitaire et je suis à la réflexion sur ces questions. Et les concepts, je les écris toujours à partir de l'expérience. Donc mes concepts dérangent puisqu'ils sont apparemment repris pour les orienter vers une conclusion contraire aux miennes. Alors je vais vous prendre des exemples. Mais tout d'abord, je vais vous dire quel était l'objectif. Il a fallu noyauter toute forme de résistance des peuples par rapport à la mise en place de ce totalitarisme qui est conjoint au transhumanisme. C'est un transhumanisme totalitaire ou un totalitarisme transhumaniste. Or, si nous regardons attentivement la situation aujourd'hui, nous voyons que de nombreuses personnes qui disent avoir combattu le totalitarisme, en réalité vous conduisent tout droit à ce transhumanisme totalitaire. Pour vous expliquer comment ça marche, je vais prendre une parabole. Je vais prendre, vous savez que j'aime beaucoup les chèvres, donc je vais prendre la parabole de la chèvre et du loup. Imaginons que donc, en tant que chèvre, j'ai tenu un discours qui a permis à beaucoup de gens de comprendre ce dans quoi ils étaient. Donc ces gens-là ont commencé à suivre ce discours pour s'interroger. Et c'est là qu'il a fallu neutraliser mon discours. Et comment on a fait pour le neutraliser? Beaucoup de loups sont apparus déguisés en chèvres et ils ont utilisé des mots-clés, mes mots-clés. Déferlement totalitaire, dérive totalitaire, les 4 piliers de civilisation, la psychopathologie du totalitarisme. La psychopathologie du totalitarisme, c'est moi qui l'ai créée. Je veux bien, mais qu'on me démontre le contraire. Et je vous indiquerai prochainement l'ensemble de mon parcours et tout ceci est chronologique et vérifié.
Donc ces loups, ils sont apparus avec des pancartes, donc pour détourner les chèvres de mon discours. Donc, mes amies chèvres, certaines qui n'avaient pas suffisamment approfondi mes travaux, se sont laissées détourner, d'autant plus que ces loups se présentaient en amis. Quel est le but du loup quand il se déguise en chèvre? C'est de vous ramener au bercail et de vous y enfermer, de vous conduire à un nouvel enfermement idéologique. Ceux qui ne se sont pas fait avoir sont ceux qui avaient suffisamment d'observation et d'approfondissement de mes travaux. Donc, ce sont des phrases entières qui sont récupérées, ce sont des concepts entiers, et tout ceci ne serait pas si grave s'il ne s'agissait pas d'une tentative d'instrumentalisation et de récupération pour noyauter toute forme d'émancipation des esprits. Je vais également vous dire que ces mêmes loups déguisés en agneaux sont aussi, pour beaucoup, des gens qui ont pratiqué des menaces, des humiliations, parfois publiques, du harcèlement. Et moi-même, j'ai pu être manipulée par certains profils que je croyais honnêtes. Et je présente mes excuses de ne pas l'avoir vu dès le départ. Nous sommes tous faillibles et nous devons en tirer des enseignements, des leçons. À ma décharge, les moyens pour faire taire toute opposition politique et tout discours émancipateur ont été grandement déployés. On m'a reproché d'avoir écrit un article sur l'opposition contrôlée et le syndicat jaune, au motif que je désunierais. Je ne désunis pas, j'explique des méthodes, des processus que j'ai étudiés dans d'autres formes de mise au pas totalitaire, dans d'autres systèmes politiques. Et donc, pour l'instauration d'un totalitarisme mondial, ces techniques ne seraient pas utilisées contre les peuples. Il n'y aurait plus de police politique, il n'y aurait plus d'infiltration, il n'y aurait plus de CIA. À vous d'en tirer vos conclusions. Alors, comment on a fait pour noyauter toute forme de résistance? Et ce que je vais expliquer comme processus ne s'applique pas uniquement à la psychopathologie du totalitarisme, ça s'applique à tous les discours qui étaient réellement subversifs. Les techniques employées sont exactement les mêmes que les techniques du pouvoir officiel. Si vous commencez à réfléchir sur les techniques et les processus, alors vous pouvez devenir créateur de votre propre émancipation. Et c'est personnellement le sens que je donne à mon travail, c'est d'offrir les outils pour comprendre. Je ne vous dis pas quoi penser, je vous offre les outils pour analyser ce qui se passe. Alors, l'une des façons de noyauter, c'est de manipuler au sensationnel et à la peur, et immédiatement d'offrir de l'espoir et une solution qui rassure. Je me méfie personnellement de l'espoir. Et vous pouvez reprendre mes analyses en 2020, lorsque j'annonce que tout ceci est loin d'être terminé, et que nous ne devons pas manquer de lucidité, ou nous laisser berner par des faux espoirs. Je préfère nettement l'espérance, et j'en fais une grande distinction. L'espoir, c'est ce qui vous est donné, ce qui nous est donné, lorsque nous avons peur, et d'un coup nous allons chercher quelque chose qui nous rassure, un groupe dans lequel s'agglutiner, et un leader de groupe. Et nous allons fermer les yeux sur ce qui se passe dans ce groupe. Réfléchissons à ça. Une véritable ingénierie sociale a été déployée pour empêcher de traiter notamment, mais il y en a d'autres, 2 sujets. Je vais traiter des sujets que je connais bien. Le premier sujet, je l'ai dit, c'est le totalitarisme transhumaniste. Le deuxième sujet, c'est l'ampleur de la nocivité et des manipulations concernant les droits sexuels et les droits sexuels des enfants. Ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tout un tas d'incitations
à suivre, notamment aveuglément, le pouvoir américain. Mais en deçà de ces incitations, nous avons tout un tas de médias et de figures présentées comme des héros qui sont des loups déguisés en agneaux et qui vous emmènent dans le mur, qui nous emmènent tous dans le mur si nous écoutons leur discours. Je voudrais aussi préciser que certaines femmes qui ont produit des travaux intellectuels importants, comme Virginie Darajo-Recchia ou d'autres, ou moi-même, nous avons subi des processus tout à fait identiques à l'ancien monde, c'est-à-dire un monde de mâle alpha qui prétend mettre sur la touche des femmes dont on peut apprécier qu'elles aient une certaine intelligence, mais tout de même, il ne faudrait pas qu'elles prennent la place de ces mâles alpha. Alors, ça colle tout à fait avec l'appellation que j'ai toujours rejetée de Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, ça a été celui de la colonisation et du génocide des Indiens. Donc ce Nouveau Monde, effectivement, ressemble trait pour trait à l'Ancien Monde. Concernant ce pouvoir américain, vous verrez un rapport que j'en fais depuis l'Amérique du Sud dans l'Antipresse ce dimanche. Comment est-ce possible que des gens qui aient dénoncé des injections forcées sans le consentement des gens adultes aujourd'hui aient un pouvoir qui parle d'injection ou de... On va garder le terme d'injection parce que sinon, vous savez, il y a certains mots-clés qu'on ne peut pas utiliser, par intelligence artificielle. Comment est-ce possible que tout un tas de gens qui aient dénoncé à juste titre les stigmatisations contre les suspendus, le régime des sous-citoyens, des essentiels, des non-essentiels, des inutiles, tout ce dont j'ai parlé, comment se fait-il que ces gens-là, aujourd'hui, croient qu'ils vont être sauvés par un pouvoir qui pratique des déportations au faciès? C'est l'objet de mon article dans l'Antipresse ce dimanche. Donc tout ceci a créé une sorte de grande mélasse dans laquelle, si les gens n'ont pas pris la peine de faire le pas de côté et de regarder ce qui se passe, sont aujourd'hui agglutinés. Vous savez l'importance que je donne à ce collage, à cette glu dont je parle abondamment dans mon livre Psychopathologie du totalitarisme. Comment ne pas se laisser engluer dans un groupe, engluer dans une idéologie, engluer dans un discours. Et il y a malheureusement beaucoup de gens qui se sont retrouvés en étant manipulés, englués dans cette mélasse abondamment alimentée par des médias dits alternatifs et qui n'ont d'alternatif rien du tout, parce qu'en réalité, ils font aussi le jeu des mêmes idéologies totalitaires. En taisant les vrais sujets, je vous ai parlé du transhumanisme totalitaire. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Il s'agit de la fusion de l'homme et de la machine, de la prise en main du contrôle du cerveau humain. J'ai aussi écrit un article sur cette question. Cette prise en main du cerveau humain, elle va se faire comment? Par les nanotechnologies. Pourquoi est-ce un sujet tabou? Pourquoi a-t-on essayé de me faire taire à partir du moment où j'ai parlé de la DARPA? Il faut y réfléchir. Ces techniques de noyautage de l'information et de confusion pratiquent, je l'ai un petit peu évoqué au départ, le plagiat. Donc il faut aussi comprendre que ce plagiat, ce n'est pas seulement de plagier, parce que bien évidemment que, en tout cas en ce qui me concerne, je suis extrêmement heureuse de voir mes concepts se diffuser. J'ai plusieurs collègues qui m'ont dit « c'est extraordinaire, tes concepts sont passés dans le langage commun, la contagion délirante, le déferlement totalitaire ». Oui, c'est la psychopathologie du totalitarisme, oui,
C'est extraordinaire. Ça montre la valeur de mes concepts. C'est une grande gratification pour moi. Effectivement. Par contre, j'observe une reprise de ces concepts pour un empoisonnement de ma pensée. Une perversion du langage, si vous voulez, où on va récupérer des mots-clés pour les détourner. Et pour créer une doxa alternative. Mais c'est toujours une doxa, c'est toujours un dogme. Je vais prendre des exemples. Un exemple, puisque le plagiat ne concerne pas seulement moi-même, un exemple avec les travaux de Virginie d'Arrojo-Recchia concernant l'illégalité de l'éducation sexuelle et des droits sexuels. C'est un point fondamental. Par exemple, j'ai pu entendre dire qu'il fallait que l'éducation sexuelle soit faite par les instituteurs sur ces news. Mais la personne n'y connaît rien. C'est illégal. Et on a même des articles de loi qui permettent de protéger précisément les instituteurs qui ne voudraient pas se prêter à cet, entre guillemets, enseignement. Donc, les concepts sont repris pour un empoisonnement de la pensée. Et en empoisonnant ma propre pensée et en faisant croire qu'elle est identique, c'est précisément les gens qui écoutent et se font manipuler que l'on détourne, que l'on récupère à d'autres fins, et en particulier à des fins contraires aux nôtres. Donc ce travail de Virginie d'Arrojo-Recchia a par exemple été repris dans une charte éthique de négociation avec le pouvoir sur l'éducation sexuelle. Or, à l'Honest et avec Virginie d'Arrojo-Recchia, nous avons démontré l'importance de ne pas accepter ni le concept, et je l'ai démontré il y a très longtemps. On n'éduque pas à une pulsion. C'est un langage paradoxal. Il faut comprendre que nous sommes toujours manipulés dans le langage par des injonctions paradoxales. Mais également, Virginie d'Arrojo-Recchia a indiqué que c'était illégal. Comment, si c'est illégal, ces travaux peuvent-ils servir à négocier quelque chose avec quelque chose qui est illégal? Vous comprenez? Ou par exemple, mes concepts, mes phrases peuvent être repris dans un discours qui amène des termes pervers, des injonctions paradoxales ou de ces expressions, comme je les décris à nombreuses reprises, en parlant de perversion du langage, en expliquant comment elle fonctionnait à partir des travaux de Klemperer, que j'ai adaptés à notre époque. Comment on vous manipule, comment on nous manipule. Par exemple, on va parler de sexualité fonctionnelle. L'enfant n'aurait pas de sexualité fonctionnelle. Mais ce n'est pas le problème que les organes fonctionnent ou pas. On peut avoir une puberté précoce et n'être absolument pas en maturité psychique d'avoir une sexualité épanouie. Donc, réduire la sexualité à une dimension fonctionnelle, c'est exactement le même discours que celui de l'OMS, une mécanique du sexe. Donc, vous comprenez le problème. Et vous comprenez aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas le même objectif. Et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous unir avec des gens qui, simplement parce qu'ils ont eu un marquage d'opposants ou de résistants ou de dissidents avec lesquels nous ne partageons rien, ni valeur, ni vertu, ni communauté de discours. Il ne s'agit pas de s'unir à n'importe qui, n'importe comment. Je ne m'unis pas dans ces conditions. J'ai un idéal. Cet idéal, je le porte depuis de longues années. Il y a une cohérence dans mon parcours, il y a une cohérence dans mes discours. Lorsque j'ai pu faire des évolutions dans ma pensée, j'ai expliqué pourquoi. Tout est retraçable. Mais je ne vais pas renier mes valeurs, mon discours et mes préconisations, notamment les préconisations d'abolir ces textes de l'OMS, parce qu'il faudrait que je m'unisse à quelqu'un qui dit le contraire. Autre exemple,
certains dénoncent le programme de l'OMS en revendiquant une sexualité infantile. Alors tout d'abord, en général, ces gens-là n'ont aucune légitimité pour s'exprimer sur le sujet de la vie psychique de l'enfant. Aucune. Et nous parlons de la vie psychique des enfants. C'est pour ça qu'avec le docteur Régis Bruno, nous avons écrit ce livre, Le sexe n'est pas un jeu d'enfant. Et nous expliquons dans ce livre, fort de notre expérience en psychologie de l'enfant, en pédopsychiatrie, en expertise judiciaire, en pédophilie, c'est-à-dire que nous avons rencontré des profils. J'ai donné des formations sur la prise en charge de la délinquance sexuelle. Nous connaissons le développement psychique de l'enfant et nous disons que l'enfant n'a pas de sexualité. Mais nous ne le disons pas comme un dogme. Nous le disons dans tout un livre qui étaye l'ensemble de nos arguments. Donc nous ne pouvons pas, notre discours ne peut pas être utilisé pour justifier quoi que ce soit de ce côté-là. Et on ne peut pas nous attaquer sur le mode de vous êtes des fanatiques, dogmatiques, dérives sectaires. Ce n'est pas un argument, on est d'accord. On a un corpus de psychologie du développement de l'enfant, de psychopathologie. Ce corpus, il est fondé sur de la clinique, il est fondé sur des décennies de recherche. Alors, ce sont des arguments. Eh bien, malgré tout, il y a des gens qui ont suivi ça. Et c'est ça qui me préoccupe. Vous voyez pourquoi je vous dis, le totalitarisme n'en est pas sorti. Parce que c'est l'affaire de chaque individu de cesser d'être manipulé dans des discours. La technique des avatars, donc tous ces pseudo-spécialistes, ces pseudo-experts, vous savez, j'en parle dans psychopathologie de la paranoïa et dans psychopathologie du totalitarisme. Mais Klemperer et Hannah Arendt en parlaient également, en indiquant que tous les vrais talents étaient évincés en système totalitaire. Tous les gens qui savent sont évincés, tous les experts sont évincés, au profit, je crois qu'Hannah Arendt parlait d'illuminés, d'imbéciles. Et c'est bien ce qui se passe. Comment se fait-il qu'à aucun moment on entende de véritables experts de la protection de l'enfance, mais la protection aussi par rapport aux abus sexuels, et des gens aussi, parce qu'il y a des psys qui pensent que ces programmes sont des programmes de prévention. Et réellement, je l'ai déjà dit, il y a des modules de prévention. Et c'est indéniable. Mais il faut avoir l'image d'ensemble, la vue d'ensemble, comprendre, là encore, que c'est le bonbon empoisonné. On vous montre un bonbon, il est empoisonné. Ou que, selon l'image que j'avais prise dans mon livre L'imposture des droits sexuels, il suffit de quelques gouttes d'arsenic dans du lait pour empoisonner une grande quantité de lait. Donc c'est de ça dont nous parlons. C'est de précisément la protection psychique des enfants pour qu'ils puissent vivre une vie sexuelle et amoureuse épanouie à l'âge adulte. C'est notre objectif. Donc, dans tous ces avatars qui ont poussé comme des champignons, que ce soit sur les droits sexuels, l'éducation sexuelle, le totalitarisme, la dérive totalitaire, etc., c'est une technique de noyautage, et Arno Opinski en parle très très bien dans son livre sur la censure que je vous recommande. Voilà. Donc, le but, c'est de ne pas se faire contaminer par les discours de ce que l'on combat. Comment les gens se font contaminer? Par des postures très infantiles, parce qu'ils ont une posture très infantile la plupart du temps. D'abord, ils ont reconnu quelqu'un en qui ils pensent avoir confiance. Une fois que cette confiance est instaurée, cette personne fait évoluer son discours. Ça ne vous rappelle pas mon concept de la capture perverse? Capture perverse que je décris dans Psychopathologie de la paranoïa. Cette manière de vous séduire, d'endormir les gens et ensuite de les conduire là où on voudrait les conduire, c'est-à-dire ici, vers le soutien à la haine, à la confusion,
au fanatisme, au totalitarisme. Le deuxième problème dans l'infantilisme, c'est le besoin de chercher un papa protecteur. Eh bien, si on ne s'est pas libéré de ce besoin de chercher un papa protecteur, au moment où le pouvoir nous paraît si peu digne de confiance et nous avons perdu tous nos repères, donc nous allons chercher un papa protecteur. Qui risquons-nous de rencontrer? Un père fouettard, le père de la horde primitive, qui sera bien plus violent que ce qu'on avait dénoncé. Autre infantilisme, absolument vouloir réunir papa et maman qui se sont fâchés. Mais pourquoi elles se sont fâchées, papa et maman? Parce que souvent, j'ai reçu des mails. Oh, mais vous êtes notre... Mais vraiment, hein, vous êtes notre papa et maman. Ouais, mais c'est plus possible que vous ne travailliez plus ensemble. Mais pourquoi? Quelle est la raison? Et pourquoi vous avez besoin absolument de cette union? Je parle aux gens qui m'ont écrit. Donc, vous voyez que tant que davantage de gens ne mûrissent pas, n'approfondissent pas, ils demeurent parfaitement manipulables. Et tant que nous sommes dans cette situation d'infantilisme, nous méritons ce totalitarisme que nous subissons. J'ai aussi vu des situations, et j'en ai vu des très nombreuses dans ma vie, où pour l'union du groupe, il va falloir faire taire du harcèlement, des maltraitances, etc. Je ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain-là. Je suis arrimée à des principes, et donc je dénoncerai les harcèlements, les maltraitances que je vois, et je ne les ferai pas passer sous le tapis parce qu'il faudrait servir un idéal, parce que ici je renoncerai à l'un des principes les plus fondamentaux que j'ai écrit dans Psychopathologie du totalitarisme, et qui est la fin ne justifie pas les moyens. Je suis dans la filiation pour ce principe, la filiation du philosophe Hegel, donc je décris et je montre à quel point il dénonce ce principe. La fin ne justifie pas les moyens, ça veut dire qu'elle ne justifie pas une cause, un idéal, ne justifie jamais que l'on emploie comme un moyen ce qui est une fin, c'est-à-dire un être humain. Et l'autre penseur dans la filiation duquel je m'inscris, c'est Albert Camus, qui dans toute son œuvre, qu'il s'agisse de pièces de théâtre, de réflexions philosophiques, de romans, a toujours dénoncé ce slogan totalitaire, la fin justifie les moyens. C'est la même chose pour le plagiat. La fin ne justifie pas les moyens. Donc, plagiat qui sert, que ce soit le plagiat de Régis Bruno, de moi-même, de Virginie Darault-Joricka, d'Amandine Lafargue. Amandine Lafargue, elle a constaté des paroles d'elle-même au colloque sur la dérive totalitaire que j'ai organisé en mai 2023 dans un livre, et la personne se les approprie. Donc, ce ne sont pas une circulation d'idées, ce n'est pas une circulation d'idées. Ce sont des tentatives de récupération de nos travaux pour faire semblant de s'opposer et en réalité valider une politique, valider l'existence des cours d'éducation sexuelle, valider le droit de l'OMS que nous dénonçons. Nous dénonçons cette ingérence et cette illégitimité. Voilà. Donc il faut comprendre ces instrumentalisations et ces pseudo-experts. Alors les pseudo-experts, ils poussent aussi comme les champignons, profitant de la crise. Il y a aussi beaucoup de profiteurs de crise. Il est donc important de se clarifier les idées. Quel est le problème auquel l'humanité a toujours été éternellement confrontée? Je vais le résumer en des mots très clairs. C'est le problème du fascisme, au sens large, contre l'humanisme. C'est le problème des prédateurs que j'appelle passionnés du pouvoir, contre les peuples que les premiers cherchent à asservir. Il n'y a pas d'autre problème à résoudre, mais il est de taille. Donc aujourd'hui, il est important que
chacun puisse se poser et se demander dans quoi nous sommes. Est-ce que vraiment nous avons gagné une quelconque bataille? Non. Tout a avancé comme sur des roulettes. Et à cause de qui tout a avancé comme sur des roulettes? La réponse est intéressante. Posez-vous les questions. Je voudrais aussi fixer une bonne fois pour toutes que je refuse catégoriquement que mon travail, que mes concepts soient utilisés à des fins malhonnêtes, d'orientation politique, de détournement des consciences. C'est un abus de conscience et un abus de crédulité des gens. Nous devons savoir que ce qui nous libérera, c'est la vérité. Mais la vérité, personne n'en veut. Tout le monde préfère des demi-vérités. Or, une demi-vérité, quelqu'un qui dénonce le totalitarisme et ne vous parle pas des tentatives de prise de contrôle du cerveau humain par les nanotechnologies, commet un mensonge. Une demi-vérité est un mensonge abouti. Alors les solutions? Eh bien, il faut approfondir tout ça. Regardez comment les événements s'orchestrent sur la durée. Se mettre de côté et observer. L'enjeu, et je l'ai toujours dit, c'est de conserver sa santé mentale dans un moment de grande confusion qui passe par la confusion des émotions, par la confusion du langage, pour se maintenir hors de toute régression psychique. C'est aussi un de mes concepts, la régression psychique. Quand on va dégringoler ce que j'ai appelé l'échelle du développement psychique. Tout ceci est dans mon livre. Lorsque des gens épousent une idéologie en s'agglutinant dans un groupe pour lutter contre une autre idéologie, ils ne font que renforcer le système totalitaire. Donc, il est important d'identifier ces techniques d'aliénation. Et le gag, ce sont quand ceux-là même qui pratiquent ces techniques se disent pseudo-experts en manipulation. C'est à mourir de rire, si ce n'était pas aussi tragique. Il est important de se décoller. Alors, je vais vous prendre quelques exemples pour que vous compreniez bien. Ne jamais foncer tête baissée quelque part. Quand vous voyez un nouvel engouement, ou quand on voit les gens s'agglutiner d'un coup autour d'une cause. Par exemple, le film The Sound of Freedom. Alors là, il fallait tous aller le voir, et tous on allait lutter contre la pédocriminalité, et enfin, nous allons être libérés, etc. Quand vous identifiez ça, et qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas discuter avec les gens en leur demandant, mais au fond, qui est le promoteur du film? Qui a fait ce film? Pourquoi? Etc. Vous ne pouvez pas, et on vous accuse vraiment de ne pas faire corps, de ne pas coller dans cet engouement. Et bien là, vous savez que vous avez affaire à une manipulation. L'engouement est émotionnel et abrase toute possible question et débat rationnel. Donc vous remarquerez, et je vous invite à observer, qu'il y a beaucoup de sujets dans lesquels cet engouement a été artificiellement créé, en faisant du buzz, du sensationnel, en exhibant des victimes, etc. Et en nous expliquant qu'enfin, ça va être la grande arrestation de tous les pédocriminels. Mais on se moque de qui? Et le critère, c'est vous ne pouvez pas discuter, vous n'avez pas le droit de mettre le frein et de dire, attends, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suspends mon jugement, je regarde, et je me réserve le droit de rejoindre ou pas d'ailleurs, plus tard, mais d'abord j'observe. La prudence, mère de toutes les vertus. Alors évidemment, faire ça, ça expose à la solitude. Et c'est exactement ce que j'ai écrit dans mes articles concernant le totalitarisme et les masques de la vertu. 2 articles que j'avais
écrit pour l'Antipresse et aussi un article que j'ai écrit pour une revue à l'UQAM au Québec. C'est exactement ça. On fabrique des équipes de matchs de foot. Et on vous dit, tu préfères le drapeau vert, le drapeau jaune? Allez, ton slogan c'est ça, et ton leader c'est ça. Mais non. Et si on dit non, évidemment, on n'a plus aucune équipe. Vous voyez? Et cette solitude première, parce qu'après, cette position tierce, elle est rejointe par des gens qui commencent à réfléchir. Mais au départ, c'est une posture de solitude, souvent. Eh bien, il faut la consolider. Et comment est-ce qu'on la consolide, cette posture de solitude? Donc d'abord, on fait le pas de côté, on observe calmement, on essaye de refaire fonctionner sa raison. Comment est-ce qu'on se tient dans sa solitude? Quelle union allons-nous faire? Vous voyez, dans l'un de mes ateliers, nous travaillons ces questions, nous avons parlé de la rivalité mimétique, du désir mimétique chez René Girard. Vous voyez, donc ce besoin humain d'imiter. On imite l'autre. Et nous avons vu d'ailleurs dans des expériences de psychologie sociale que des enfants imitent tout de suite un adulte qui a un comportement violent. Nous fonctionnons comme ça. Donc si nous sommes immergés dans un environnement violent, dans un environnement de discours de haine, où la plupart des gens se laissent agglutiner, notre première tendance sera d'imiter. Et c'est celle-là que nous devons combattre. Et comment nous la combattons? Nous ne pouvons pas, à mon avis, nous abstraire de ce processus d'imitation. C'est quelque chose de très primitif chez nous. Vous voyez, c'est un petit peu, bon, vous savez que moi j'ai un refuge d'animaux, il y a un chien, il commence à aboyer, il s'en va, on ne sait même pas ce qui se passe, tous les autres ils le suivent. Vous voyez, il n'y a pas, c'est très animal, c'est très instinctif, ce processus d'imitation. Eh bien, il faut chercher nos propres figures d'imitation. Personnellement, je ne m'unis pas, encore une fois, à n'importe qui de manière horizontale parce que ce sont mes contemporains. L'union que je recherche, c'est une union d'esprit, une communauté d'esprit. Donc, de la même manière que Albert Camus s'unissait en esprit avec la défunte philosophe Simone Veil, dont les travaux sont remarquables, eh bien, chacun doit chercher ses figures d'union et d'identification en esprit. J'ai parlé dans l'Antipresse cette semaine de traitement de l'information dans la crise entre la Colombie et les États-Unis. Alors, je me suis permis de le faire, je n'aime pas trop commenter la géopolitique, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je préfère les processus de fond. Mais je me suis permis de le faire parce que là, j'étais en mesure de le faire. J'avais le contradictoire, et vous savez l'importance d'aller écouter le contradictoire. J'avais la possibilité d'entendre les deux sons de cloche, et même trois, puisque je regardais ce qui se passe aux États-Unis dans les grands discours officiels. Je suis en Colombie, donc j'entends aussi ce qui s'y passe, je vois les discours, et en même temps j'avais les discours français. Eh bien, j'ai été choquée de voir que dans le traitement de l'information français, on n'allait jamais chercher le contradictoire en Colombie. C'est bien connu, ce sont des sous-hommes. Hein, c'est le tiers-monde. Or, ce discours du président de Colombie, ce communiqué qu'il a donné, s'inscrit dans une tradition, dans une filiation et dans des figures d'identification. On peut ne pas les partager, ces figures d'identification, mais on voit là un homme apte à résister à la plus grande puissance du monde, qui se comporte, comme je l'ai indiqué, en mal alpha pour l'instant, je suis le plus fort, avec quand même des annonces traumatiques. On va faire la guerre ceci, etc. Ce sont des annonces traumatiques. Il est capable de lui résister parce qu'il s'inscrit dans une filiation d'esprit et de figures d'identification. Et l'une de ces figures d'identification, dans son discours, je parle de discours encore une fois. Vous savez très bien que je n'accorde pas vraiment ma confiance aux hommes politiques, mais je parle de discours. De discours humaniste. Eh bien, l'une de ces figures d'identification, ce sont les Indiens, Kogi, et leur mythologie du cœur du monde. Quels sont
les décisions politiques qui nuisent à l'humanité, qui entravent la dignité humaine, qui oublient que notre plus grand bien, c'est notre dignité. Et je rappelle ce que disait Kant, ce qui a un prix n'a pas de dignité. Ça va pour tout le monde, ça va pour ceux qui acceptent la corruption, et ça va pour le marchandage de l'être humain, exactement ce dans quoi nous entrons. En 4 ans, j'aurais aimé, entre 2020 et 2024, qu'il y ait de réelles études approfondies sur ce transhumanisme totalitaire dans lequel nous entrons, avec cette intelligence artificielle dont nous voyons bien que elle risque d'être un grand danger pour l'humanité si l'humanité ne sait pas l'utiliser comme elle devrait l'être, c'est-à-dire comme un outil qui reste à sa place. L'intelligence artificielle, elle est classée dans productivité. Donc, de fait, il est certain que nous allons assister à des tragédies économiques. Mais il est important pour nous, aujourd'hui, avec beaucoup de distance, de nous demander si effectivement l'humanité aujourd'hui se défend elle-même. Quelle est la définition de l'humanité? Pour moi, la définition de l'humanité, c'est la dignité. Et c'est effectivement, la fin ne justifie pas les moyens. Et la dignité, elle n'est pas tarifée. Et c'est aussi, rien d'humain ne m'est étranger. Il n'y a pas des surhommes et des sous-hommes. Il n'y a pas des blancs conquérants et des latinos. Il n'y a pas des injectés et des suspendus. Ce n'est pas possible. Alors, c'était ce que j'avais à vous dire. Si vous souhaitez approfondir toutes ces questions, sachez qu'il y a la forêt de questions ce lundi, donc demain, de 18 h à 20 h. Vous pouvez vous inscrire directement sur mon site, ou mieux, prendre un abonnement annuel à la Licorne, où vous avez donc 2 articles par mois de mon cru en exclusivité, avec des podcasts de ces articles, et vous avez aussi accès à toutes mes archives. Et je suis en train de les mettre en ligne, et je vais vous dire, je pense que vous serez d'accord avec moi, que je n'ai pas chômé, et c'est peut-être la raison pour laquelle je suis fatiguée de voir toujours les mêmes processus se remettre en œuvre. Vous avez aussi, pour approfondir toutes ces questions, mon séminaire Penser le phénomène totalitaire. Donc vous avez plusieurs heures de vidéos consistantes avec des bonus à regarder chez vous, et un direct que vous ferez avec moi. Je suis en train de regarder la prochaine date pour les nouveaux inscrits. Ce séminaire, la connaissance de ce séminaire qui déplie tous les fondamentaux de mon travail, de mes recherches sur la psychopathologie de cette banalité du mal. Quels sont les mécanismes? Comment ça fonctionne? Quelle est l'articulation entre l'individu et le groupe? Comment ça fonctionne au niveau psychique? Eh bien, une fois que vous avez compris et assimilé ce séminaire, vous pouvez entrer ensuite dans les ateliers de groupe, de réflexion, ateliers confirmés, où nous réfléchissons et nous ouvrons des fenêtres. Moi, ce qui m'importe, c'est d'ouvrir des fenêtres. J'ai appelé ma rubrique dans l'Antipresse La Lucarne pour ouvrir une fenêtre sur le monde, et j'ai appelé mes propres articles sur mon site La Licorne pour ouvrir une fenêtre vers le haut. Et j'ai expliqué la raison de ce symbole. Il faut sortir par le haut, s'unir en esprit. Vous avez aussi le module 2 de Philosophie par les mythes grecs, où ce mois-ci nous allons travailler Perséphone et la caverne de Platon. J'ai également écrit un article dans La Licorne en décembre, d'une caverne platonicienne à l'autre, pour expliquer ces mécanismes. On croit être sorti d'une caverne et on replonge dans une autre caverne qui nous a donné l'illusion que nous étions libérés de la première. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon courage à tous, prudence. Je reviendrai sur
des sujets pour les approfondir avec vous dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.